Bienvenue dans ce numéro de l'émission Le Rendez-vous, votre émission hebdomadaire sur la chaîne de référence Antenne A. Le Rendez-vous a le plaisir pour ce numéro de recevoir le président du parti politique Orange. Il s'agit de M. Fiyou Dodo Boni qui est là. Bonsoir M. Fiyou. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est toujours mien. Sûr et certaine que vous allez répondre aussi à toutes les questions prévues pour ces numéros. Absolument. Comment se porte le parti Orange? Le parti Orange se porte très bien. Vous savez qu'il y a un moment où il faut être spectaculaire. Il y a aussi un moment où il faut être dans la profondeur. Pour l'instant, nous sommes dans la profondeur. Nous consolidons notre implantation parce que des enjeux sont de taille d'ici 2023. Nous consolidons notre implantation et voilà, nous identifions les meilleures personnes qui puissent exister dans telle ou telle circonscription. Et le parti va très bien. Jusque-là, en tout cas, ça avance très bien. Vous n'avez pas pris du recul parce que j'ai oublié de compléter ma présentation. M. Fiyou Dodo Boni est le président aussi de l'Ordre national des architectes. Voilà, c'est cette nouvelle responsabilité. Alors je me dis, il s'accroche trop à l'ONA et voilà, il a semblé un peu abandonner le parti Orange. Non, vous savez, un bon manager, c'est différencier les choses. Hein. Dans l'ONA, j'ai des collaborateurs. Au niveau du parti, j'ai aussi des collaborateurs. Donc, en tant que manager, je sais coordonner les différentes activités. Il est beaucoup plus question ici de la stratégie. Dans la stratégie, pour qu'on soit beaucoup plus efficace, vous savez que dans la configuration politique qui est nôtre, faire avancer un parti, ça exige beaucoup de choses. Il faudra toute une planification, une organisation pour que les choses s'intensifient ou se consolident dans les temps. Sinon, on va faire un gaspillage. On a structure qui regroupe les architectes de Kinshasa et puis Orange de la RDC, sorry, et puis Orange parti politique qui trop embrasse Malétrin. Non, au contraire, parce que vous savez qu'un bon architecte, où la politique, c'est la conception de la ville, c'est l'organisation de la ville, c'est l'organisation des espaces, vous comprenez? Donc, ce qui fait que un acteur politique qui a un soubassement architectural a un regard différent de la politique, a un regard différent de la gestion, a un regard différent de la prise en charge des problèmes qui se présentent dans son environnement. Donc, ce qui fait que je m'estime bien positionné en tant qu'architecte et en ayant également dans le monde politique, j'ai un regard différent. C'est-à-dire quand je vois une situation, ma perception est différente. Vous savez, quand vous arrivez au niveau du Palais de la Nation, tout le monde qui a un regard ordinaire voit les choses différemment. Mais tandis que la personne qui a un regard architectural, urbanistique, voit un message qui a été confus. C'est-à-dire le Palais de la Nation se retrouve en face du Palais de la Justice. Et si vous regardez l'architecture du Palais de la Justice par rapport au Palais de la Nation, vous voyez que l'architecture du Palais de la Justice écrase le Palais de la Nation. C'est pour dire, le gouverneur de Léopold qui habitait à l'époque, regarde le Palais de la Nation, on lui dit que, regarde le Palais de la Justice, on lui dit que même si tu es le gouverneur, la justice est au-dessus de toi. Donc tu ne dois pas aller au-delà de la justice parce que tu es sous la justice. Mais si tu veux réussir dans ta mission, on te donne à ta droite la fonction publique et à ta gauche, on te donne les finances, banque centrale et la diplomatie, ministère des Affaires étrangères. Monsieur Fiyou Dodo Boni, vous êtes numéro 1 de l'ONA, Ordre national des architectes de la République démocratique du Congo. Pas plus tard que le mois passé, à sa fin, il y a eu célébration de la Journée mondiale de l'architecture. Vous êtes là, à la tête de cette structure qui regroupe les architectes de la République démocratique du Congo. Quelles sont les innovations? Qu'est-ce que vous comptez apporter dans le sens d'émerger, quoi? Donc, en fait, ici, il faut d'abord comprendre la raison pour laquelle l'ordre a été mis en place. Les enjeux sont énormes et que la République a besoin d'avoir toute son expertise pour se lancer dans la reconstruction du pays. L'ordre des architectes est le conseil technique du gouvernement. Donc, ce qui fait qu'il devrait apporter sa touche en termes de conseils pour que les actions, les initiatives que le gouvernement est en train de prendre aillent dans le sens de son intérêt d'abord, de l'intérêt de la République et de la population. Et d'autre part, il y a la réalité de sa population qui s'est retrouvée en insécurité face
aux différents charlatans, toutes ces personnes aventuriers qui se sont lancés dans le monde de la construction, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de cas d'accidents, beaucoup de morts d'hommes, et ces secteurs devraient être organisés. Alors, notre rôle, première chose, c'est d'abord organiser le secteur, identifier, rassembler tous les architectes. Et ces architectes le ramener à un niveau international en termes de formation continue, encadrement, principes fonctionnels des cabinets ou de l'architecte lui-même en tant que personne. Troisièmement, sécuriser cet architecte par rapport à sa profession, par rapport à sa vie, par rapport à tout ce qui les concerne. Et aussi, lui créer le cadre d'épanouissement de manière à ce qu'il ait la facilité, la possibilité d'accès justement aux différentes opportunités que la République lui offre. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces choses par des actions concrètes, précises, que nous organisons, que nous allons encore organiser pendant notre mandature, qui va faire à ce que l'architecte aujourd'hui, qui est un monsieur, ces messieurs-là soient prêts à ces grands rendez-vous, face à des grandes rencontres internationales et face à des grands débats, cet architecte ait la capacité, justement, la possibilité de participer et lui donner le meilleur pour que le pays aille de l'avant. Beaucoup de constructions ne répondent pas aux normes urbanistiques à Kinshasa, pourquoi pas dans l'ensemble du territoire national. À qui incombait la faute? À l'architecte ou à qui exactement? Bon, la et responsabilité... comment faire pour remédier à tout ça? Parce qu'on assistait à des écroulements des immeubles. La responsabilité est partagée, justement. Donc, il y a ce qu'on appelle l'urbanisme réglementaire, c'est-à-dire la réglementation, les normes obligatoires à observer. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle le document d'autorisation de bâtir qui devra être octroyé sans complaisance. Parce que dans ces documents d'autorisation de bâtir, il y a des principes clés qu'il faudra absolument veiller. Il y a la question sanitaire en termes de plomberie, évacuation, fosse septique, égout autres. Il y a la question de la structure, la stabilité de l'immeuble. Il y a la question également de la fonctionnalité. Donc, ce sont ces ensembles de choses qui devraient être absolument observées avant d'octroyer un document d'autorisation de bâtir. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, l'architecte maintenant qui conçoit son œuvre doit veiller à ce que ce principe fondamentaux soit respecté. Parce que dans un projet de construction ou d'architecture, il y a 3 paramètres importants dont il faut tenir compte. Il y a 1, la stabilité de l'ouvrage, 2, la fonctionnalité de l'ouvrage et 3, la plasticité de l'ouvrage. Tous ces 3 principes devraient être observés pour que l'œuvre soit parfaite. Évidemment, cette œuvre devrait être intégrée dans un environnement qui respecte également des normes. Aujourd'hui, avec toutes ces réalités, on parle de la construction verte. Donc, il y a toutes ces réalités liées à l'environnement qu'il faut intégrer justement dans son abri et dans son organisation spatiale. Il y a une loi qui protège les architectes congolais? Justement, il y a la loi portant d'abord création, organisation de l'ordre, fonctionnement de l'ordre des architectes, qui a été promulguée en 2018. Cette loi sécurise et protège déjà la personne de l'architecte. Et évidemment, il y a des questions internes par rapport à la déontologie et comment on appelle ça, l'organisation interne, il y a la règlement d'intérieur. Toutes ces choses-là font partie des éléments qui accompagnent cette loi principale qui a été promulguée en 2018, créant l'Ordre national des architectes au Congo. Il existe une cartographie des architectes? Si oui, c'est fiable? Oui, la cartographie existe. Aujourd'hui, les architectes inscrits au tableau sont au nombre de 785 et ils sont concentrés à Kinshasa, Katanga, Nord, Kivu et Sud Kivu. Évidemment, il y a d'autres architectes vers l'ouest, Équateur, Kassai et autres, mais ils ne sont pas nombreux. Mais là où il y a une forte concentration, c'est Kinshasa, il y a le Katanga, et puis il y a le Nord et le Sud Kivu. Il y a une forte concentration dans cette zone-là, dans ces 4 zones-là, mais évidemment, toutes ces zones, même ceux qui sont à Bumba ou je ne sais pas, nous les connaissons, hein, ils sont encadrés à partir de Kinshasa. Et vous parlez le même langage? Oui, l'avantage de la science, c'est qu'il y a le principe fondamental que tout le monde est censé observer et respecter. Donc, à ce niveau-là, nous avons un même langage. Mais évidemment, en termes de discipline, quelqu'un peut avoir une option qui est différente à la tienne. Mais bon, la science reste discutable, on échange. Mais dans l'ensemble, c'est bon. Ce sont les canards boiteux, je ne sais pas s'il faut les appeler ainsi, qui ne semblent pas rendre un bon service.
Non, vous savez, notre responsabilité, c'est de développer l'architecte. Peu importe le niveau dans lequel il se retrouve, nous avons la responsabilité de développer par les formations continues. Donc, ce sont des innovations importantes que nous allons mettre en place dès l'année prochaine, où il y aura la question de, comment on appelle ça, de points annuels de formation. Donc, chaque architecte est censé avoir un minimum de points pour qu'il soit accessible au prochain tableau, ce qui va pousser tout le monde à avoir un minimum de formation pendant l'année. Donc, la formation continue, c'est ce qui crée la mise à niveau, c'est ce qui crée, qui ouvre même les opportunités, qui crée à ce que la personne soit à mesure d'avoir une perception adaptée par rapport aux enjeux, à la réalité actuelle. Nous allons parler de la politique parce que ça défraie la chronique. Des réactions fusent de partout. Le chef de l'État a regagné le pays après G20. À la chute de la semaine passée, on lui acquise des primes à bord de dépenser beaucoup. C'est l'ODEP qui estime que le voyage du chef de l'État engage beaucoup de dépenses. Ainsi, l'argent qu'on pouvait orienter dans l'agriculture et comme ça, les pays pourraient connaître les développements. Vous partagez cet avis? Bon, vous savez, tout dépend de ce que l'on veut. Tout dépend de ce que l'on veut. Et où est-ce qu'on veut y aller? Le chef de l'État a une vision sur le Congo. Il n'a pas une vision d'un Congo petit, il a une vision d'un Congo grand. Un Congo qui devra siéger qui devra avoir la capacité, la possibilité d'offrir au monde. Un Congo qui sera à mesure d'attirer les autres qui viennent. Un Congo où les succès, les audaces de chaque Congolais pourraient être possibles. Le chef de l'État a cette vision. Et pour matérialiser cette vision, après autant d'années où cette nation s'est retrouvée coupée du reste du monde, il faut bâtir un fondement solide. Et ce fondement solide, justement, c'est aller discuter en face avec tous ces partenaires internationaux, tous ces lobbying qui créent le réseau, tous ces lobbying qui créent les nations au travers le monde. Et il y a des moments où on ne peut pas envoyer un émissaire. Il faut qu'il y ait une discussion directe pour que les uns et les autres se rassurent. Le chef de l'État est dans cette logique. Bâtir un fondement solide pour qu'au travers de ce fondement, ceux qui viendront après lui soient en mesure d'aller sur une lignée qui apportera le Congo dans son véritable développement. Voilà. Les G20 a vécu en Italie et moi personnellement j'ai suivi les discours du chef de l'État, un discours monumental, un discours captivant, mais quand il a regagné le pays, on lui a réservé un accueil aussi digne de son rang, mais un accueil fustigé par plus d'un Congolais. Pourquoi? Parce que la population croupit dans la misère relative aux enfants qui ne vont pas à l'école, les balles qui crépitent à l'est du pays, l'état de siège qui ne fait pas son travail jusque-là, ainsi de suite. Est-ce que le chef de l'État ne pouvait pas rentrer en coulisses, sachant que la population vit la morale en berne? Tout dépend encore du regard que l'on peut avoir sur toute chose. Le chef de l'État accomplit une mission extraordinaire en dehors du pays. Il revient, on lui réserve une surprise où il trouve sa population, son peuple, l'accueil. Ceux qui sont en fonction et ceux qui ne le sont pas se rassemblent en milliers, en multitude de personnes pour l'accueillir. Au point même, il n'avait pas le programme de descente. Quand il a vu cette chaleur, surprise d'une population, bien que la population soit dans des conditions difficiles, mais cette population qui vient l'accueillir avec un message selon lequel nous te faisons confiance parce que tu es en train de bâtir des fondements solides. Nous te faisons confiance, nous croyons à ce que tu fais, nous croyons en ton idéal. Et ce monsieur a descendu, il a vu cette population, au lieu de rester dans son cortège, il a communié avec cette population, a marché avec la population. Ici, il est question de savoir quel regard on a justement. Est-ce que le fait qu'une population est reconnaissante vis-à-vis de son chef de l'État, parce qu'il a accompli un bon travail, et que lui rappeler, il y a encore de défis à relever, est-ce là un problème? C'est la grande question. C'était une mobilisation. C'était une mobilisation. Je pense. Excusez-moi de vous interrompre. C'était une mobilisation tous azimuts, une sensibilisation tous azimuts. On sentait que ce n'était pas une surprise, c'était du préparé, parce que les sénateurs ainsi que les députés ont rehaussé aussi de leur présence. Oui, mais toute surprise, cette journée réservée pour accueillir le chef de l'État. Toute surprise, dans toute surprise, il y a toujours une préparation. Nous avons vu dans les réseaux sociaux le chef de l'État, comment il avait fait une surprise à la première dame, se cachant derrière la porte pour lui offrir une fleur.
Croyez-vous qu'il n'avait pas préparé qu'on lui fasse l'achat d'une fleur? Croyez-vous qu'il n'avait pas fait? Il y avait une préparation. En toute chose, même si c'est une surprise, il y a toujours une préparation. Mais le problème, c'est que le chef de l'État a constaté la surprise. Les gens qui voulaient lui exprimer, d'une part, le travail qu'il a abattu, et d'autre part, le rappeler que nous sommes ensemble et nous avons un grand défi à relever. Nous avons un grand défi à relever et il en est conscient. Au point même, il y a eu certains cas d'accident parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux un Wewa qui était un peu accidenté. Mais au lendemain, le chef de l'État, pour montrer la proximité justement avec sa population, est allé lui rendre visite, échanger, discuter avec la personne. Vous comprenez? Mais ici, voilà encore un problème. Ici, il est question, d'avoir un autre regard pour le Congo. On peut ne pas aimer la personne du chef de l'État. C'est le droit légitime. On peut ne pas aimer, dire que je ne l'aime pas. Mais quand on aime le Congo, il faut aimer les bonnes choses qui concernent le Congo. Mais le comble, c'est quoi là où nous sommes aujourd'hui? Le comble est qu'on différencie et la personne, on ne différencie pas et la personne et la nation. Parce que quand on aime le Congo, aimons les bonnes choses. Laisse-moi vous rappeler les préoccupations des Congolais. Les chefs de l'État voyagent beaucoup. Et jusque-là, il n'y a pas encore des retombées palpables de ces différents déplacements. Vous comprenez? Les investisseurs traînent le pied. Et ici, au pays, la population traverse une situation déplorable. Est-ce que vous savez que c'est depuis 2 mois que les élèves devaient fréquenter l'école? Les écoles affichent portes closes. Ça devait être la priorité, le premier des soucis du chef de l'État. Mais je salue l'acte de ce motard qui a connu l'accident et le chef de l'État lui a tendu la main. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il ne réagit pas concernant la gratuité de l'enseignement? Il ne se prononce pas du fait que les enfants sont à la maison et n'étudient pas. Parce que je crains que l'UNESCO puisse déclarer cette année blanche. Non, elle ne sera pas blanche. Madame, moi j'ai des enfants également qui sont restés à la maison avec moi. J'ai des enfants qui étudient au lycée Kamamba, ma fille étudie au lycée Kamamba et mes garçons sont à Elika. Donc, j'ai des enfants qui sont restés à la maison, qui ont repris la dernière semaine après cet échange entre le gouvernement et les enseignants. Nous sommes tous concernés par cette situation. Mais le problème, il faut bâtir dans le fond. Il faut bâtir dans le fond. Je dis à mes enfants, cette histoire de la gratuité, c'est un grand pas. Il faut que ça réussisse, ça marche. Je ne vous enverrai pas dans une école privée. Nous allons tous ensemble bâtir avec la population ces succès de la gratuité parce que la Constitution devrait être matérialisée et corriger toutes ces observations. Nous sommes tous concernés. Mais ça va réussir comment la gratuité de l'enseignement au moment où les pays butins seraient problèmes socio-économiques? Laissez-moi le temps de terminer. Laissez-moi le temps de terminer. C'est un problème qui nous concerne tous. Ça ne concerne pas une catégorie de personnes. Nous sommes tous concernés par cette réalité. Le Congo aujourd'hui ne va pas être bâti comme ça a toujours été autrefois. Nous avons eu 32 ans avec Mobutu. Nous avons eu 18 ans avec le régime Kabila. Et le chef de l'État aujourd'hui a 3 ans pour remonter la pente de plus de 50 ans de creuser dans ce pays. Et il est engagé justement à remonter cette pente-là. C'est comme une personne qui a une plaie aujourd'hui, qui a une jambe cassée. Dans l'accident, il y a eu des paraprises qui sont entrés dans sa plaie, tout ça. Le médecin veut le soigner. Il va commencer avec sa compresse. Laisse-moi le temps de terminer. Laisse-moi le temps de terminer. Je vous en prie. Il va prendre compresse avec daquin ou alcool pour enfoncer dans les trous, nettoyer d'abord la plaie avant de commencer à appliquer, je ne sais pas, mercurochrome et autres produits et faire des sutures, tout ça. Mais pendant qu'il fera son pansement, la personne peut se dire, on est en train de me tuer, mais l'objectif n'est pas de tuer. L'objectif est de soigner. Nous sommes dans une situation où il faut bâtir des fondements solides. Et ces fondements solides, pour que ça soit bâti, il y a le sacrifice de part et d'autre. Il est vrai, la population est dans une souffrance extrême. La population est dans des conditions vraiment difficiles. Mais nous devons comprendre qu'il y a un idéal que nous devons tous ensemble poursuivre, nous tenir main dans la main et relever ces défis. Ceux qui ont la responsabilité autour du chef de l'État de travailler et d'apporter des solutions, ils doivent sortir de la distraction justement pour apporter un plus à côté du chef de l'État et que le succès soit obtenu. Et nous, la population, nous devons également continuer à avoir foi, confiance, faire pression de manière à ce que les retombées nous parviennent parce que dans la vision du chef de l'État, l'objectif primordial, c'est justement apporter ces solutions. Et rassurez-vous, d'ici 2023,
nous allons tous ensemble vivre cette pente rehaussante vers la voie du développement. Dossier RAM, vous émettez quel avis? Bon, vous savez, nous sommes dans un contexte compliqué où sur le plan, on a besoin de finances. L'initiative en soi n'est pas mauvaise parce qu'on a besoin d'avoir des retombées. Mais là où il y a une certaine faiblesse, c'est dans l'application de la chose. Voilà pourquoi, encore une fois, le chef de l'État a levé une option claire au cours d'une réunion du Conseil des ministres pour suspendre tout ce qui concerne cette histoire de RAM pour les téléphones 2G. Vous allez me dire, mais écoutez... C'est insignifiant pour les 2G. Non, non. Le DG, ce sont les téléphones qu'on n'utilise presque pas. Au départ, moi, vous avez fait des enquêtes, moi je fais des enquêtes. Première enquête, je fais chez moi, j'ai appelé tout mon personnel qui travaille chez moi à la maison sur 100%, 80% à les 2G, 60% à les DG, une personne n'a même pas les téléphones et 20%. Je m'inscris en faux. Moi, je pense que c'est plutôt 10% de la population qui mais vous savez le DG, vous savez le DG c'est quoi? Mais beaucoup de personnes qui travaillent, qui utilisent... C'est l'Android qui a gagné du terrain. Non, mais l'Android là c'est quelle proportion? L'Android là c'est quelle proportion? Moi j'ai été dans les télécoms. J'ai travaillé 11 ans dans les télécoms. J'ai été chef de projet, directeur dans une grande entreprise de télécom dans ce pays. Je connais ce que le téléphone. La majorité de la population n'a pas ces Android dont vous parlez là. Il a le DG. La majorité même n'a pas même le WhatsApp dont vous faites allusion là. Ils n'en ont pas. Ils ont les appels aller-retour, point barre. Le SMS, ils n'en ont pas. Donc aujourd'hui, la décision qu'a pris le chef de l'État parlant de la suppression dans le DG, il touche 70% de la population. Les 30% ou les 20% restants, ce sont des personnes qui ont un minimum. Mais le temps d'étudier, de voir la faisabilité, si on doit continuer ou pas. Parce que c'est une option qui a été levée dans un ministère, qui a une autonomie de gestion. Mais évidemment, il ne faudra pas casser une initiative comme ça. Et pourtant, aussi, il y a une question de traçabilité de cet argent où, certainement, dans la suite, ça va aller dans les cas des DGRAD et tout ça. Mais pourquoi pas suspendre carrément cette taxe? Aujourd'hui, les gens veulent un intérêt direct qui nous concerne. Personne ne voit la nation dans la globalité. Je donne un exemple par rapport à la gratuité. Nous avons des enseignants, par exemple, de grandes écoles qui avaient 800 $. C'est tout à fait normal quand le parent paye. Avec la gratuité, ils sont revenus à 200 $. Pour cette catégorie de la population des enseignants, c'est un problème. Mais qui représente peut-être 2 à 5% des enseignants ou 3% des enseignants. Mais quand tu vois, tu as un autre regard. Des enseignants qui avaient 50 000 francs, qui arrivent à 350 000 francs, ceux-là qui représentent 90% des enseignants sont dans la joie. Il y a une balance à faire. Quand ces enseignants refusent d'enseigner, donc il y a quoi? En tant que responsable, justement, il y a quoi parce qu'ils sont gérés par des syndics, mais en tant que gestionnaire de la République, il faut tenir compte de l'ensemble. Voilà pourquoi il y a eu cet échange direct qui a été lancé entre les enseignants et le gouvernement. Ça n'a pas abouti à des résultats palpables. Non, les résultats sont là parce que moi, je constate déjà... Les résultats sont là parce que moi, depuis une semaine, les enfants vont à l'école. Mon fils avait une interrogation. Félicitations à lui parce qu'il a fait 9,5 sur 10. Donc, les enfants vont à l'école. Non, mais la rentrée, le problème est que la rentrée doit être effective. Madame, c'est un problème à régler. Vous savez, la gratuité, c'est une réalité constitutionnelle. C'est un défi à relever. Vous savez, quand on veut relever un défi, il y a la question de risque, il y a la question de sacrifice, il y a toutes ces choses. Parce qu'un visionnaire, un leader voit l'atterrissage là où il voit, ce n'est pas tout le monde qui voit. Il y a un parent qui a semblé me dire que depuis que ce régime est là, les enfants n'étudient pas comme il se doit. Pourquoi ils n'étudient pas comme il se doit? Mais vous savez, moi, à notre époque... Parce qu'il y a la gratuité de l'enseignement et cette gratuité ne gagne pas du terrain, le salaire n'est pas régulier, ainsi de suite. Moi, je vous rappelle, moi, je fais 2 ans de chômage quand j'ai commencé l'université. Je fais 2 ans. Il y a eu 2 années blanches dans ces pays. 2 années blanches dans ces pays. Et nous, on a payé ce prix-là. C'était... Ça remonte de l'époque de Mobutu. Mais justement, le même personne aujourd'hui, s'il vous plaît. Pendant 18 ans, on n'a pas assisté à des spectacles pareils. Oui, mais
Qui vous a dit qu'on n'a pas vécu ces situations? Il y avait, à chaque rentrée scolaire, il y avait toujours menace de grève. Vous ne le savez pas. On oublie facilement l'histoire. On oublie facilement l'histoire. Nous avons les comportements des enfants d'Israël qui ont été esclaves en Égypte. Je sais que la comparaison n'est pas raison. Qui ont été esclaves en Égypte des années et des années. Ils sont sortis, ils ont rêvé. Dieu leur a dit, vous allez aller sur une terre promise. Mais pendant qu'ils sont dans les déserts, les mêmes personnes ont commencé à réclamer rentrer en Égypte, oubliant qu'ils étaient des esclaves là-bas. Et pourtant, ils s'étaient engagés dans la voie de la liberté. Il suffisait seulement de garder leur regard vers la vision, l'objectif, l'idéal qu'ils devaient poursuivre ensemble. Et c'est la difficulté que nous avons aujourd'hui. Et il faudra pas oublier facilement notre passé, d'où nous venons, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous allons. Aujourd'hui, nous sommes en train de fonder de base. Pour que cette nation se développe, il faut des fondements solides, de manière à ce que l'élan définitif soit pris. Mais si nous continuons avec cette... nous aimons cette facilité comme autrefois, le pays ne va pas se développer. Mais avec une économie en berne, vous pensez que la gratuité de l'enseignement aura du succès? La gratuité de l'enseignement va avancer et va réussir. La discussion déjà qu'il y a entre le gouvernement et les syndicats, les différents syndics de, comment on l'appelle, des enseignants, ils ont fixé un certain nombre de choses qu'ils devront tous ensemble observer. D'abord, comment on appelle ça, les différentes étapes. Ils sont en pleine discussion et les options vont être levées quant à ça. Et je suis rassuré et convaincu, avec tous les efforts, la détermination, la volonté, et la mise à l'écart de financement pour cette gratuité-là, ça va marcher. La première année était difficile, la deuxième et la troisième, ça va s'améliorer et à fin de compte, ça deviendra une réalité. Ça deviendra une réalité et chaque enfant, madame, n'oubliez pas que dans ce pays, nous avons plus de 33% de taux d'analphabète. C'est-à-dire nous avons aujourd'hui plus de 33 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. C'est criminel. Nous ne pouvons pas accepter que les choses soient comme ça. Pour que notre idéal s'améliore, nous devons réduire à 0% les taux d'analphabètes. Comment nous allons parler du développement si nous avons plus de 33 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire? Et pourtant, la Constitution garantit pour ces personnes-là le droit de lire et d'écrire. Et une personne qui prend le courage de lever cette option, au lieu de soutenir, que ce soit le parent, que ce soit les politiciens, tire sur cette personne. Et c'est ça justement le problème que nous avons dans ce pays. Voilà, le soutien de bonnes initiatives. Et je pense aujourd'hui, cette question de la gratuité est salutaire pour notre nation et nous devons tous nous engager. Combien même qu'il y a de faiblesses, mais chaque parent, chaque personne devrait donner ses initiatives de manière à ce que ça soit un succès et que le 33% qui périssent, qui perdent, qui n'étudient pas, qui ne sont pas en mesure de lire ou d'écrire, soient en mesure également d'améliorer leur façon de vivre. Voilà, ça préoccupe au plus haut point. Espérons que ça va trouver gain de cause. Ça trouvera. Que les enfants... Et c'est déjà sur la bonne voie. ...puissent reprendre le chemin de l'école. La rentrée judiciaire 2021-2022 a eu lieu. Parlons un peu de la problématique de l'exercice des actes de justice. Il est vrai que le problème de la justice, la bataille du chef de l'État, c'est l'État de droit. J'ai donné l'exemple tout à l'heure, au début de l'émission, de cette présentation urbanistique ou architecturale que l'auteur de cet axe Palais des Nations et Palais de la Justice concernant le rôle que devra jouer la justice. Mais la justice, aujourd'hui, est en train de reprendre son autonomie, mais il y a encore une faiblesse auprès des acteurs ou de certaines personnalités ou certains magistrats ou juges qui ne comprennent pas encore le rôle qu'ils devraient jouer de manière à ce que la justice trouve vraiment sa position de neutralité et que la mission, c'est que le chef de l'État attend de cette justice-là et ça soit effectivement ça. Il s'est plaint. Il faut encore une réforme, surtout qu'à nos jours, les besoins de la justice se sont accrus. La réforme, le problème ne se trouve pas vraiment. C'est possible, hein? Je ne suis pas juriste, je ne connais pas comment il fonctionne, tout ça. Mais le vrai problème, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Parce qu'une prise de conscience individuelle et collective, de manière... Bon, ça dépend, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas... Assainir à tous les niveaux, non? La prise de conscience d'une manière générale. Aujourd'hui, je donne un exemple. Il y a un garçon, je ne cite pas le nom de l'université, il a fini,
il me dit, président, je finis mes études et moi j'ai besoin de travailler. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire? On a échangé, il dit que si on te donne un homme ministre aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais au premier degré? En première action, tu vas faire, ça sera quoi? Président, on me nomme ministre aujourd'hui, la première chose que je fais, je vais me battre pour me taper 2 villas à Gombe. Comme ça, je suis calme. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Attendez un peu. Vous comprenez? Ce garçon-là, il n'a même pas encore travaillé, il a moins de 30 ans, 25, 26, 27 ans, mais on lui dit, on te donne un ministère, qu'est-ce qu'il fait? Il va se taper d'abord 2 villas. Vous comprenez déjà que dans sa tête, l'idée, c'est du vol, la corruption, pour s'offrir des biens à lui seul. Et c'est ça le problème que nous avons justement. Ce n'est pas un problème de l'âge, grand, moyen ou petit. C'est un problème d'une mentalité, d'une perception de personnes sur la richesse. Voilà pourquoi nous, par exemple, au sein du Parti Orange, nous ne considérons pas le pouvoir comme un objectif. Nous considérons le pouvoir comme un moyen, considérant l'objectif comme des valeurs nobles, l'idéal noble à atteindre. C'est impérieux, M. Fillou, c'est impérieux de développer des institutions judiciaires de notre pays. Et ça va se passer comment? La justice, absolument, est le socle du développement. Même la Bible nous dit la justice élève une nation. S'il n'y a pas de justice, ça sera difficile. Mais pour que cette justice s'établisse avec ce que nous avons comme juges, magistrats et autres, ils doivent prendre conscience de leurs responsabilités. L'argent ne résout pas tout. Ils doivent prendre conscience de leurs responsabilités. Il y a un roi dans la Bible qui était roi, mais dont la mort était catastrophique. Les insectes sortaient de son nez, tout ça, parce qu'il a fait des choses abominables qui n'ont pas plu à Dieu. Les juges, le magistrat, toutes ces personnes doivent prendre conscience de leurs responsabilités. Le chef de l'État place sa confiance en cette catégorie de personnes pour bâtir un véritable état de droit. Qu'ils rendent justice correctement. Nous avons des expériences par-ci, par-là, où vous savez que la vérité est là-bas. Un juge vous fait va dans une direction contraire, pendant que tout le monde est conscient que ce n'est pas ça que dit la loi. Et ces genres de personnes doivent être assainis, je prends ton nom, doivent être sanctionnés et mis à l'écart. Il est vrai, il y a des mécanismes également de sanctions de juges. Mais la population devra connaître également ces mécanismes, de manière, s'il y a des accusations à faire, qu'ils le fassent. De manière à ce que nous puissions avoir une véritable justice. C'est un grand défi, c'est un grand effort, mais il faut comprendre que c'est une question assez délicate. Même dans le pays le plus développé du monde, ce problème n'est pas encore résolu à 100%, c'est peut-être 80-90%, mais du moins, le droit doit être rendu correctement de manière à ce que tout le monde s'y retrouve. Le procès Matata se poursuit. Qui en veut exactement Matata? Je pense qu'il faut écarter cette histoire de personnifier le vrai problème de la République. La République a des sérieux problèmes. Nous savons qu'il y a eu 285 millions qui ont été décaissés pour cette histoire de Bukanga Lonzo. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire où sont les 285 millions qui ont été décaissés. Personne ne peut localiser les 285 millions qui représentent Bukanga Lonzo. C'est parti où? C'est ça la grande question. Puisqu'il y a eu des personnes qui ont décaissé cet argent, la justice dit simplement, je veux que vous m'expliquiez quel acharnement y a-t-il. C'est une question de la justice et je pense, si la traçabilité des 285 millions est démontrée, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est pas politisé? Il n'y a rien de politique là-dessus. La gestion de la République, il y a une redevabilité. L'IGF est en train de faire un travail formidable. J'ai même appris dans les réseaux sociaux, il y aurait eu 5 millions décaissés pour organiser l'accueil du chef de l'État. Vous croyez vraiment que dans l'environnement actuel, avec cet IGF qui fait son travail de suivi régulier des dépenses de la République, qui est cette personne qui va se permettre de faire un décaissement de 5 millions avec comme libellé mobilisation pour l'accueil du chef de l'État? Qui est cette personne qui va le faire? Personne. Personne ne va le faire. Donc ça, c'est encore des débats, des discours qui vont dans le sens de décourager l'engagement de la population, les bonnes initiatives qui ont ça de se prendre, de manière à ce que nous puissions faire marche arrière. Donc, je dis aujourd'hui, le procès de l'ancien Premier ministre Matata,
Ça n'a rien à voir de personnel, ça n'a rien à voir d'un acharnement politique, ça n'a rien à voir d'un conflit. C'est tout simplement la République veut savoir les 285 millions ou un peu plus qui ont été mis à sa disposition, que lui, et semble-t-il même, le Congo devra encore beaucoup plus d'argent parce que le paiement qui a été fait n'a pas été respecté par le partenaire, X partenaires, qui ne sont même pas ici, qui sont basés en Afrique du Sud. Vous comprenez? Pourquoi mettre le pays dans les conditions pareilles? Et une personne comme ça, vous dites que c'est un acharnement. Non, c'est un dossier de la justice qui devra suivre son cours normal et que s'il justifie et qu'il y a peut-être d'autres noms qu'il devra citer, ces noms-là viendront répondre devant la justice. On a en place un état de droit à double vitesse? Je ne pense pas. Un état de droit à double vitesse, je ne pense pas. Mais je pense que la justice fait son travail. La justice est indépendante et autonome et en train de faire son travail selon le cas de telle ou telle autre personne. La Commission électorale nationale indépendante CENI, là aussi, il y a à boire et à manger. L'enterrement, l'investiture et la remise et reprise ont eu lieu. Voilà, l'équipe est là, bien que cette équipe affiche incomplète. Quelle est votre opinion? Parce que Denis Kadima n'est pas le bienvenu. Il est fustigé par l'opposition. Là, je vois l'FCC, la MOUCA, le G13 qui se sont joints aussi à ces groupes pour dire niet, sans pour autant parler même de l'Église catholique ainsi que les CC qui demandent à Félix Tshisekedi de faire marche en arrière, de revoir cette préoccupation et de mettre de côté Denis Kadima. La première question que je pose, aujourd'hui, supposons que le président de la CENI, Denis Kadima, n'était pas installé, nous étions encore dans les négociations, dans les discussions, ça nous prend toute l'année 2022, et qu'on met en place un président de la CENI avec la caprice de nos différents acteurs politiques et ecclésiastiques aujourd'hui, fin 2022, les élections ne s'organisent pas en 2023. À qui reviendrait la responsabilité de la non-organisation des élections? À l'opposition? Aux évêques? Aux pasteurs? Je ne pense pas. Le chef de l'État a pris ses responsabilités. Le chef de l'État est redevable vis-à-vis de la population sur la question d'organisation des élections, la question sécuritaire à l'Est, la question sociale, et toutes ces questions, c'est sa responsabilité. En 2023, avant même la fin de son mandat, on l'accuse de vouloir de chercher les glissements. Avant même la fin de son mandat, non, mais avec tout ce qui s'est vu, ça sent déjà les glissements. Il n'y a pas de glissement. En 2023, il y aura les élections. Les gens Par quel miracle? Les élections vont avoir lieu. Il y a un président de la CENI qui est mis en place avec son équipe, 12 je crois sur 15, il y a 3 personnes qui manquent. Les jours où ils seront prêts, ils vont les envoyer, les choses vont continuer. Donc, aujourd'hui, nous prenons les confessions religieuses. On leur a confié par l'Assemblée nationale une mission noble de se choisir une personne. Si les confessions religieuses n'arrivent pas à trouver une solution en interne, je me pose la question, comment est-ce que ils peuvent au demain jouer le rôle de mettre ensemble les acteurs politiques comme ça s'est fait au sein les accords globaux inclusifs à un certain moment? C'est ça la question que je me pose. Aujourd'hui, l'Église n'a pas joué son rôle. Ne nous mâchons pas les mots. Mais les élections, je ne sais pas par quel miracle, je ne vois pas comment est-ce que les élections peuvent avoir lieu en 2023. Parce que jusque-là, les calmes est précaire à l'Est, les affrontements ont repris, la tension est vive, vraiment qu'on ne se voile pas la face. Et puis il y a un problème de l'identification qu'il faut faire, faut procéder à l'enrôlement, l'identification de la population, revoir le fichier électoral. Il y a des sérieux problèmes logistiques. Comment est-ce que en peu de temps, avec les temps qui nous restent, tous ces problèmes seront résolus? Oui, mais attendez, la CENI va Sachant publier... que le budget va permettre non plus d'organiser en tout ce qui étude les élections. La CENI va publier son calendrier. C'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que si les élections auront lieu ou pas. Avec quel budget? Mais le budget, ce n'est pas votre problème, c'est le problème du gouvernement. Les gouvernements avaient déjà commencé. J'ai eu la grâce de prendre part à une réunion où le Premier ministre était présent, le ministre des Finances, tout ça. Et j'ai entendu pendant cette réunion-là, où le Premier ministre rappelait
au ministre de Budget et des Finances la mise à l'écart de budget relatif à l'organisation des élections. Honorer l'engagement de prendre en charge les enseignants, ça pose déjà de sérieux problèmes. Mais tout ça, justement, c'est l'ensemble des problèmes qui sont censés être réglés. Le chef de l'État a tout ça dans sa tête. Le gouvernement a la responsabilité de régler tout ça. Vous pensez que ça sera facile avec l'organisation et la tenue des élections? Ce n'est pas facile, mais c'est une obligation constitutionnelle qui doit se matérialiser comme la gratuité. C'est une obligation constitutionnelle. En 2023, on doit aller aux élections. C'est un cycle. Parce que, pas vague. Nous aurons, le chef de l'État a promis, nous aurons les meilleures élections. Et on en aura. Le président de la CENI, M. Kadima, c'est les mêmes acteurs ecclésiastiques. Eux-mêmes ont sélectionné ces messieurs comme le plus grand expert. Il a organisé des élections au niveau de l'Afrique et tout ça. Mais pourquoi il serait incapable de le faire ici? Pourquoi est-ce qu'à la dernière minute, on va tirer sur cette personne avec des arguments qui ne tiennent pas? Pourquoi? On doit se poser cette question. L'Église est censée être les rassembleurs, l'unificateur, est censé développer les valeurs du Christ, est censé être le modèle parfait. Mais quand on commence à voir l'Église avoir des fondements charnels, il y a un problème. Moi, je suis un produit de l'Église. Je le dis parce que j'ai eu mal. Voilà. J'ai été choqué au plus profond de moi. L'Église s'accuse de la corruption. L'Église s'accuse de la division. J'ai souffert pendant 2 semaines. Et je n'ai pas trouvé de réponse. Et aujourd'hui, ça n'engage que moi. Mais c'est Fiou, vos propos n'engagent que vous. Mais l'Église et l'opposition ne vont pas lâcher prise. Hein. Ils projettent des mouvements de protestation, de marche. Nous sommes en démocratie. Ainsi de suite. Nous sommes en démocratie. Et ce que nous avons semblé déplorer, ce sont les raisons avancées par l'autorité compétente pour fustiger ou contraindre la marche prévue récemment. Non, nous sommes en démocratie. N'importe quelle organisation peut faire la marche comme elle veut. Nous sommes en démocratie. Chacun va faire, la police va sécuriser. On interdit personne de s'organiser en regroupement. On interdit personne de faire sa marche. On interdit personne de faire ses meetings. Tout le monde est libre, conformément à la Constitution. Tout le monde est libre. Mais il faudra que ceux qui ont la responsabilité d'avoir un ministère, d'avoir une entreprise sous le leadership du chef de l'État, du Premier ministre, du chef de l'État, toutes ces personnes doivent être concentrées au travail. Ne pas se laisser distraire par toutes ces... Ce sont des distractions. Il faut travailler pour que le résultat soit concret d'ici 2023 parce que la population a des attentes. Il faut délivrer ces attentes-là. Voilà, aujourd'hui, nous sentons que l'IDPS est fragilisé. L'union sacrée n'existe que des noms. Il y a déjà ceux qui veulent claquer la porte, mais ils hésitent encore. Peut-être qu'ils vont se prononcer d'ici la fin de l'année 2022 et dévoiler leur face, ainsi de suite. Le mariage est contracté entre FCC et la Mouka, tout ça, on sent que vous ne pesez plus. Hein, c'est vraiment ça fragilise. Le parti au pouvoir est fragilisé. C'est pas ça la chose. Si le parti est fragilisé, c'est indirectement le chef de l'État qui est fragilisé et sa vision ne trouve pas son compte dans le pays. C'est pas ça la chose la plus importante. La chose la plus importante pour le chef de l'État, c'est arriver à créer des fondements pour que la population se retrouve. C'est travailler pour l'intérêt de la population. C'est la chose la plus importante. Que les autres histoires-là, ce n'est pas ça la chose la plus importante. Pour le chef de l'État, l'Union sacrée a été créée comme cadre, comme une vision qui puisse permettre à chaque acteur politique de voir l'intérêt du Congo. Non pas l'intérêt de son parti, mais de voir l'intérêt du Congo. Si une personne se rend compte qu'il ne peut plus réfléchir de cette manière, voir l'intérêt du Congo, parce qu'il se rend compte que les intérêts de son parti ou les intérêts de sa propre personne ne sont plus sécurisés, la personne est libre. Mais la chose la plus importante pour le chef de l'État, c'est l'intérêt du Congo et c'est le Congo. Et il se battra jusqu'au bout pour l'intérêt du Congo. Ça, c'est la chose la plus importante. Voilà, nous sommes presque à la fin de l'émission, les rendez-vous de ce soir. Nous avons échangé longtemps avec le président du Parti Orange, M. Fiou Dodoboni, président du Parti Orange, mais aussi président de l'ONA, Ordre national des architectes congolais. Un message particulier?
Le message que je donne, c'est un message d'espoir. En tant que nation, en tant que peuple. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. En tant que peuple, nous avons une identité de la grandeur. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a établis au cœur de l'Afrique. Il nous a établis pour que nous ayons de l'influence. Et nous avons un chef de l'État visionnaire engagé pour créer cette influence. Voilà pourquoi je nous exhorte tous à nous mobiliser comme un seul homme. Défier cette réalité et nous allons le surmonter ensemble. Sous le leadership de chef de l'État, nous réussirons. Tenons bon, gardons l'espoir, aimons-nous les uns les autres et nous relèverons ces défis tous ensemble. C'était un plaisir énorme de vous recevoir sur ce plateau de l'émission Le Rendez-vous. Grand merci, M. Fiu Dodoboni. C'était un grand plaisir, merci. Grand merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. La rediffusion demain à 12h30, une très belle suite de programmes sur votre chaîne Antena.